Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser le système d'alerte d'Emergency Opération. Premièrement, comme chaque fois, il faut s'identifier. Ensuite, ouvrir, Dispatching, Alerte. Le système charge alors la fenêtre d'alerte. Ça prend quelques instants car il charge les noms de rues et pas mal d'informations. Voilà. Le système d'alerte est maintenant chargé. Alors, premièrement, vous voyez d'abord qu'il y a des onglets ici principaux au-dessus qui correspondent aux différentes étapes de l'alerte. Nous sommes pour le moment à l'étape 0. Donc l'étape 0, c'est quand il n'y a pas d'alerte. Dans la partie de gauche, c'est le système qui permet de contrôler l'interphonie. Donc vous voyez qu'en appuyant par exemple sur un ou plusieurs postes ici, vous voyez on peut sélectionner les différents postes. Et dans ces différents postes, on peut envoyer un message automatique préenregistré. Donc tous ces boutons sont paramétrables par l'administrateur. Et donc par exemple, on peut dire au poste de Namur qu'une mission grimpe va arriver. Ou que l'officier doit contacter rapidement le dispatching. Ou on peut simplement faire un test. Vous voyez, voilà, le système ici vient d'envoyer dans l'interphonie de Namur le fait qu'il y a un test. Alors ici à droite, le système permet d'afficher les XML qui sont reçus directement du centre 100. D'accord? Alors, je suis ici sur une version démo, donc je n'ai pas d'XML directement reçu du centre 100. Les XML apparaissent simplement sous forme de tableau. Et dans ce tableau, vous avez des lignes qui ont des couleurs différentes en fonction du type d'intervention. De nouveau, c'est paramétrable par l'administrateur réseau. Et lorsque un des dispatchers de la salle clique sur une ligne, la ligne passe en rouge pour l'ensemble des dispatchers, de manière à ce qu'ils sachent que cette intervention est déjà en gestion. Quand on double-clique sur cette ligne, on passe automatiquement à l'étape suivante, qui est la localisation. Nous, on va faire ça de façon manuelle, comme si on avait reçu directement l'appel au dispatcher. Une fois qu'on arrive dans l'étape localisation, vous voyez qu'il y a plusieurs écrans différents. Donc, premier écran important ici à gauche au-dessus, c'est l'écran qui permet de localiser directement une adresse. Alors, par exemple, je peux mettre ici l'adresse de la caserne de Namur. Vous voyez, je tape chaussée de Liège. Vous voyez ici toutes les chaussées de Liège qui sont connues dans le système. Chaussée de Liège à Jambes. Vous voyez ici directement. C'est donc la rue de la caserne des pompiers de Namur. Alors, vous voyez un point qui apparaît ici. Donc, ça, c'est la rue. Vu que je n'ai pas mis de numéro ici, vous voyez apparaître la rue. Vous voyez une vue en hauteur ici à droite. Et vous voyez un street view de la rue directement. On peut taper le numéro. Vous voyez que le numéro passe en vert. Cela veut dire que le système connaît exactement l'adresse de ce bâtiment-là. On peut ensuite cliquer sur Voir. Et donc, vous voyez effectivement que le point ici s'est positionné exactement sur le bâtiment. Et vous voyez qu'il n'y a plus de Street View, simplement parce que la caserne en fait est trop éloignée de la rue. Et donc, il n'y a pas de Street View direct du bâtiment de la caserne. Si le système ne connaissait pas le numéro, en fait, simplement ce qu'il va faire, c'est placer le point au milieu de la rue, étant donné qu'il ne sait pas exactement où se situe la maison dans la rue. Voilà. On peut encoder une boîte, éventuellement, un étage, un nom sur la sonnette. L'intérêt, évidemment, est que ces informations sont poussées directement dans le système onboard. Si on avait reçu un XML venant d'un des centres 112, ici en dessous dans le cadre, apparaîtrait toute l'information qui était tapée par le call taker du centre 112. Et donc, on récupérerait peut-être le nom de la personne ou le nom sur la sonnette ou ce genre de choses affiché en dessous directement venant du centre 112. Si on avait de nouveau cliqué sur un XML du centre 112, en fait l'adresse ici se serait automatiquement encodée. Et donc ça permet évidemment de gagner du temps. Concrètement, le dispatcher n'a qu'à appuyer sur Go. L'ensemble de l'adresse est déjà encodé. En tout cas, si notre système de dispatching connaît le nom de rue ou la localisation qui est envoyée par le centre 112. Le principe du système ici, c'est qu'il ne... En fait, on n'utilise pas la localisation latitude-longitude du centre 112, étant donné qu'a priori, le système de dispatching ici a une meilleure localisation des adresses, étant donné qu'on a tous les bâtiments et pas mal d'autres éléments. Alors, quand je dis d'autres éléments, ben, vous voyez par exemple qu'on a les voies rapides.
Et donc, on peut dire, ben voilà, autoroute, on va prendre l'autoroute de Wallonie, dans la direction vers Liège, bande kilométrique 45,5. On va demander au système de la voir. Et vous voyez, automatiquement, le système charge ici l'endroit où se situe cette bande kilométrique. Vous voyez, on a idem les vues et la localisation directement. Alors, tous les autoroutes de Belgique ne sont pas ici, simplement parce que l'administrateur peut limiter le nombre d'autoroutes qui s'affichent. Ça ne sert à rien évidemment d'afficher des autoroutes qui ne sont pas dans votre zone d'intervention normale. Ça ne ferait évidemment que ralentir le dispatcher dans le choix de ce qu'il envoie. On peut aussi localiser sur une direction ou sur une bretelle d'autoroute. Donc vous voyez, je peux dire, bah, tiens, c'est dans la sortie de Speed 13 vers Liège. Je demande ici pour voir la bretelle. Vous voyez, j'ai une vue street view de la bretelle et j'ai directement la bretelle d'autoroute. Voilà. Alors, je peux également localiser une gare. Dire, bah, tiens, c'est la gare de Flawin. Voilà. Et directement, le système affiche la localisation de la gare. C'est des points qui ont été fournis par Infrabel. Voilà. À défaut d'avoir une information entre guillemets correcte et concrète qui permette de localiser exactement, vous pouvez de toute manière manuellement encoder ici une adresse test, enfin une adresse pardon, de manuelle. Et donc en encodant cette adresse manuellement, le système en fait ne va pas la localiser nulle part, mais par contre vous devrez faire toutes les opérations suivantes en manuel. Étant donné que le système ne sait pas où est l'intervention, il ne pourra pas vous suggérer quels sont les postes les plus rapides, quels seraient les moyens adéquats à envoyer. Là, vous devrez faire en manuel. Donc ce cas est évidemment utilisé uniquement lorsque l'information qui vous arrive par téléphone ou du 112 est tellement imprécise qu'il est impossible de localiser l'intervention réellement. Alors je vais reprendre un domicile simple hein, ici, voilà. Donc vous voyez que le bouton Go ici clignote en jaune. Chaque fois que le dispatcher doit faire une action, le bouton ou l'endroit où il doit faire une action clignote en jaune. Donc je clique sur Go et vous voyez qu'automatiquement le système arrive à la deuxième étape qui est l'étape événement. De nouveau, si on avait reçu un XML du 112, automatiquement le système ici choisirait le ou les types d'événements qui correspondent à ce que le 112 a envoyé. Alors je dis le ou les types d'événements, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune obligation dans le système ici de paramétrer la même liste d'événements types que celle du 112. Vous pouvez mettre des événements types en plus ou des événements types en moins. Alors concrètement, je donne un exemple. Actuellement, en tout cas au jour d'aujourd'hui, le 112 a le même type d'événement pour une odeur de gaz et pour une fuite de gaz. Eh bien, vous pouvez, vous, dans votre liste, décider d'avoir deux types d'événements différents. Un qui serait fuite de gaz, un qui serait odeur de gaz. Et lorsque le 112 envoie odeur ou fuite de gaz, le système affiche les deux types d'événements et le dispatcher, sur base des commentaires du 112, doit choisir l'un ou l'autre type d'événement. Ça, c'est la première chose. On peut également ajouter des types d'événements qui n'existent pas. Par exemple, une adduction d'eau. Le 112 n'a pas ça dans ces types d'événements. Il envoie souvent ça comme renfort logistique généralité ou un autre type d'événement du style. Eh bien, quand le 112 envoie renfort logistique généralité, on peut entre autres afficher le type d'événement adduction d'eau. Alors, prenons par exemple ici, on va prendre un... Vous voyez, en tapant les premières lettres, évidemment, le système automatiquement m'affiche tous les types d'événements qui correspondent potentiellement à ce type d'événement. Et les types d'événements sont classés en 3 niveaux. Vous avez un type, sous-type et enfin le type d'événement, le sous-sous-type d'événement. Et donc, on peut double-cliquer sur un des types d'événements. Et vous voyez qu'automatiquement, le système affiche ici l'information qui a été préencodée par le responsable du dispatching de la zone et qui permet de dire, ben voilà, pour information, si vous cliquez sur ceci, voici la définition de à quoi correspond ce type d'événement, voici à quoi cela correspond par rapport à ce que le 112 peut vous envoyer, et voici dans notre zone différents concepts. Par exemple, si c'est un feu de détritus qui est très limité, nous classerons ça en feu de poubelle, et donc le dispatcher peut vérifier qu'il a choisi le bon type d'événement. Idem, apparaît ici au-dessus le départ type standard de base pour notre zone. Alors tout ce qu'il y a dans cette fenêtre-ci est bien entendu paramétrable. Donc la zone peut choisir ce qu'elle veut mettre comme information pour ses dispatchers quand ils cliquent sur le type d'événement.
On a également une illustration qui permet au dispatcher de bien faire la différence entre les différents types d'événements. On peut mettre un niveau de fiabilité. Si on sait à l'appel que ça semble étonnant, qu'il n'y a qu'un seul appel et que c'est vraiment bizarre, on peut mettre que la fiabilité est soit nulle, faible, moyenne ou importante. Et un niveau d'urgence, ça c'est plutôt propre aux interventions, je vais dire, entre guillemets, non urgentes. Par exemple, l'intervention tempête, on peut éventuellement dire, bah voilà, c'est un problème d'eau dans un hôpital, c'est important, même si c'est lié aux tempêtes, et donc on ne sait pas être partout à la fois. Ou c'est une maison unifamiliale, ça ne fuite pas à l'intérieur, c'est juste un problème de tuiles, alors c'est peut-être une urgence assez faible. De nouveau, si le 112 avait envoyé un XML dans le système ici, on verrait apparaître l'information du 112. Et le dispatcher peut ajouter des commentaires dans la fenêtre ici. Alors, je vais prendre un feu de bâtiment. Voilà. Et je vais ensuite appuyer sur Go. Vous voyez ici à droite, maintenant, la fenêtre passe en jaune. Donc, c'est là que le dispatcher doit faire une action. Et le système pose une question au dispatcher. Il demande au dispatcher si c'est un immeuble à appartement, oui ou non. L'intérêt de ceci, c'est que pour un même type d'événement, le système peut préciser en fait le plan de réaction qu'il va devoir suivre. Alors je vais donner un exemple encore plus concret. Si je prends une désincarcération moto-voiture, voilà, je clique sur Go, vous voyez que le système va demander au dispatcher, mais tiens, est-ce que cette désincarcération est sur une route à 2 bandes hors agglomération, sur une voie rapide ou sur une autoroute, ou hors route? En fonction de ce que le dispatcher va répondre, en fait, le départ type associé va changer, étant donné qu'un balisage sera ajouté et qu'un balisage avec une citerne de protection, par exemple dans le cas de notre zone, sera ajouté si on se retrouve sur une voie rapide ou sur un autoroute. D'accord? Donc je vais mettre ici que c'est hors route. On peut ensuite choisir un groupe radio. Donc de nouveau, c'est paramétrable. Vous voyez ici, n'apparaissent que les groupes radio de notre zone. Vous pouvez activer, l'administrateur peut activer évidemment les groupes radio de votre zone. Et donc ça permet d'avoir une allocation dynamique des groupes radio. Je vais cliquer sur celui-ci. Voilà. Et vous voyez que apparaissent alors dans la fenêtre 3 des moyens les différents moyens disponibles dans la zone et même en dehors de la zone. Alors, premièrement, la fenêtre ici, vous voyez apparaît au-dessus les différents postes avec le temps de parcours et la distance à parcourir. Forcément, ici, j'ai localisé l'intervention sur le poste de Namur. Donc, le poste de Namur a 2 minutes qui correspond en fait à ces 2 minutes de pénalité de départ et à 0 km à faire. Et puis, vous avez les différents autres postes. Le temps ici qui apparaît est le temps pénalité comprise. Donc, ce n'est pas le temps exact de trajet d'un point à l'autre, c'est le temps de trajet plus la pénalité de départ. Vous voyez qu'à chaque fois, par tranche, il y a 3 éléments. Premièrement, il y a les unités pompiers. De nouveau, c'est paramétré par l'administrateur de votre zone. Donc vous voyez ici qu'on a le premier départ pompe de Namur, le premier départ échelle, la première citerne, le premier officier. Puis on arrive à la deuxième pompe, deuxième échelle, deuxième citerne, deuxième officier, et ainsi de suite. Jusqu'à avoir les éléments un peu plus particuliers, grues, porte-conteneurs, éléments de transport, etc. Vous avez les unités médicales, ici en dessous, chaque fois, donc premier départ, deuxième départ, troisième départ, quatrième départ, etc. Et puis vous avez l'ensemble du personnel disponible avec le statut qu'il a. Et donc vous voyez notamment ici que on a des pompiers disponibles qui sont en statut C, c'est-à-dire en caserne, ou en statut 3, dispo pompier 3, ou M ici, cela veut dire qu'ils sont en mission. Et ceci se répète pour l'ensemble des postes. Alors le système automatiquement, sur base du départ type qui a été paramétré dans le système, va présélectionner des moyens et des personnes à envoyer. D'accord? Et donc ici, une désincarcération de voiture hors route, le système va me sélectionner la première pompe qui est multifonctionnelle, le premier officier, et alors du personnel ici pour envoyer et équiper les différents véhicules en question. Alors le dispatcher évidemment a toujours la main, donc il peut décider d'ajouter, vous voyez ici des personnes, ou d'ajouter des moyens, ou même des moyens médicaux directement, de un ou plusieurs postes. Vous voyez qu'on peut évidemment choisir dans les différents postes des personnes. On voit chaque fois les statuts des personnes. Évidemment, c'est le statut de la personne
au moment T, au moment où le système a présélectionné les moyens directement. Et alors vous voyez ici qu'on a également les postes qui sont hors zone. Donc le système signale que, à défaut, si le poste de Namur, d'Orden et d'Aiguezé n'ont pas les moyens pour envoyer sur cette intervention, les postes suivants qui ne sont pas dans la zone, vous voyez, ils sont en jaune, correspondent au poste de Sambreville, puis au poste d'Ivoire, et puis etc., etc. Et on a les 10 premiers postes. Vous voyez, on récupère le poste de Jean Blou qui est lui dans la zone, et puis on a tous les autres postes. Voilà. Dans une version future d'iEmergency, en fait, les dispatching qui seront également sur iEmergency d'autres zones synchroniseront automatiquement leur disponibilité en personnel et en unité vers les dispatching des zones limitrophes. Alors une fois qu'on a choisi évidemment ce qu'on a envoyé comme moyen et qu'on est sûr de ce qu'on veut faire, on clique sur Go. Vous voyez qu'on arrive ici dans la dernière fenêtre, l'étape d'alerte, où en fait c'est le résumé de tout ce qui va être envoyé. Et donc vous voyez qu'on a ici donc les différents éléments qui ont été sélectionnés, ce que le système ici a proposé comme départ avec le rôle de chacun, tel que le système le propose, la liste des postes avec les temps d'arrivée et en vert les postes qui sont de la zone, en jaune les postes qui sont hors de la zone, les différentes unités engagées, médicales et pompiers, et le personnel engagé. Vous voyez que j'ai cliqué un petit peu sur tous les postes, donc il y a évidemment beaucoup d'éléments ici qui sont sélectionnés. Et alors, si pour le type d'événement ou pour la localisation, il y avait des informations préencodées dans le système, on verrait apparaître ici dans les deux cases-là les différentes actions ou éléments à tenir compte. Est-ce qu'il y a un plan préventif par rapport à cette localisation? Est-ce qu'il y a une note opérationnelle? Est-ce que le type d'événement nécessite de faire un point de première destination, un périmètre de sécurité réflexe? Tout ceci apparaît ici. De nouveau, on n'a pas de Google Street View ici, parce que le poste de Namur, comme je l'ai dit, le point est localisé trop loin de la route, donc Google n'offre pas de vue Street View. Voilà. Et alors, ici, vous constatez qu'il y a le bouton alerte. Donc, quand je vais appuyer là-dessus, automatiquement, le système va envoyer les SMS, le paging, les SDS. Le système va envoyer directement les messages dans les interphonies, etc. Alors, on ne le voit pas ici, mais en fonction de l'heure de la journée, ou plutôt de la nuit, peut apparaître ici à gauche un bouton alerte muet. Donc, si votre fonctionnement zonal fait que la nuit, par exemple, les ambulances ne doivent pas sonner dans l'interphonie, eh bien, le système permet, si l'administrateur a activé l'option, d'envoyer une alerte muette la nuit. Prenons deux exemples. Si on envoie une ambulance seule, le bouton va apparaître. Par contre, si on envoie une ambulance avec un balisage, pour nous, dans notre choix zonal en tout cas, le bouton n'apparaîtra pas parce que l'alerte doit sonner quand même pour le balisage qui, lui, n'a pas de pager, en tout cas pour notre poste. Voilà, on clique sur alerte, le système automatiquement envoie toutes les informations, donc ça prend quand même quelques secondes, et puis revient à la fenêtre de départ en attente pour recommencer une éventuelle nouvelle mission.